L'heure de l'invité de Paris Direct. Et cet invité ce matin, c'est vous, Stéphane Rostin. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes archéologue, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes un grand spécialiste des Amérindiens. La raison pour laquelle on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous avez tout simplement découvert une civilisation, ou plutôt redécouvert une civilisation, oubliée tout de même depuis 2500 ans, une population de plusieurs milliers de personnes qui auraient vécu dans ce qui est pour l'instant le plus grand, le plus ancien réseau urbain d'Amazonie, au beau milieu de ce qui est aujourd'hui la forêt vierge en Équateur. Vous êtes un peu notre Indiana Jones. Merci d'avoir pris le chapeau. Après 25 ans de travail et récemment un pas de géant avec l'utilisation de nouvelles techniques, vos travaux ils ont été publiés le mois dernier dans la prestigieuse revue Science. Lost City, la cité perdue, c'était la une de Science au début du mois. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Eh ben, les vestiges de plusieurs cités, à vrai dire, c'est une vallée au pied des Andes et en Haute-Amazonie qui avait été entièrement urbanisée il y a 2 000 à 3 000 ans par les habitants. C'est une vallée un peu particulière, elle est très étroite, c'est des falaises qui forment des terrasses au-dessus d'une rivière. Et là, ils ont remodelé le paysage pour l'adapter à leurs besoins. Et on va trouver donc des cités qui sont composé de... Alors, il n'y a pas de pierre, mais composé de plateformes en terre, de monticules cérémoniels, de rues creusées jusqu'à 5 mètres de profondeur qui quadrillent toute cette habitation et cérémonie. Et ce qui est étonnant, c'est la présence de jardins, de champs. Ils ont drainé, ils ont fait des petites rigoles pour drainer l'eau et cultiver entre les plateformes. Et s'il y avait une leçon à garder aujourd'hui de ce projet, qui a duré donc près de 25 ans, c'est que parfois le monde agricole peut se marier avec bonheur avec le monde urbain. Et je pense qu'on a peut-être à réfléchir là-dessus. Ça a l'air d'être ça, une espèce de société où les gens vivent en cohésion avec la nature. Vous parlez d'une petite vallée, parce qu'elle n'est pas large, mais elle est très très longue. Elle fait près d'une centaine de kilomètres. Oui, plus de 200 km de long et une vingtaine de kilomètres de large. Donc c'est une vallée très étroite qui est parallèle à la cordillère des Andes et donc qui a été isolée jusqu'aux années 50, puisqu'elle était habitée par les Aenchicham, que vous connaissez sûrement sous le nom de Jivaro, les réducteurs de tête. Et donc elle avait une réputation de sauvagerie et peu de colons y allaient pour s'y installer, pour la visiter, pour s'y installer, jusqu'à ce que des curés commencent à aller évangéliser les populations en question. Et au milieu, on l'a vu, coule une rivière. On ne parle pas de quelques villages, on parle de milliers de tumulus, de milliers de monticules, de traces de routes qui s'étireraient sur des dizaines de kilomètres. Qu'est-ce que vous avez découvert exactement? Comment elles fonctionnaient, ces villes, ces villages? Alors, j'ai fouillé donc pendant 7 ans sur place. C'est compliqué, la végétation est très dense, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Non, ils avaient sans doute coupé une partie de la forêt pour installer ces structures. Donc, ça devait être un milieu à moitié ouvert, à moitié fermé par la forêt. Et ils ont vraiment investi l'ensemble du paysage en creusant ces routes. Alors, ce qui m'a le plus surpris, et ça, c'est grâce au LIDAR, la technologie qu'on a employée récemment. C'est un laser, C'est un laser qui renvoie, qui donne un signal lumineux et qui permet de voir le modelé sous la végétation. Ça traverse la végétation et ça déshabille la terre et tout d'un coup, on voit des formes magnifiques apparaître. Et ce sont tous ces petits rectangles sont des plateformes. Et ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai vu, parce que je savais qu'il y avait plusieurs centaines de monticules quand j'ai vécu là-bas, mais quand j'ai vu le LIDAR, c'était plusieurs milliers. Je m'étais trompé d'un zéro par rapport à ces structures. Et puis, ce sont plusieurs cités. Ce n'est pas une seule, il y en a 5. Il y a 15 grands villages. Et surtout, cette connexion, ce réseau de routes qui connecte tous ces villages et cités, donc des routes creusées qui vont parfaitement droites, donc qui n'épousent pas les accidents du terrain et qui filent tout droit, pour circuler, évidemment, mais aussi pour symboliser des relations entre les villages, parce que c'est important d'imprimer dans la terre votre réseau d'alliés ou d'ennemis, grâce à ce réseau vierre tout à fait unique en Amazonie, parce qu'on a vraiment une carte très dense de chemins. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de vestiges. Il y a ces tumulus, mais les constructions, elles sont plus là, il y a quelques traces.
Ici, il y a des traces. Bon, évidemment, c'était des constructions en bois, puisque la pierre était peu disponible. Mais on va retrouver les trous de poteaux, les foyers, les outils, les céramiques. J'ai trouvé des fonds de cabane tout à fait bien conservés. J'ai même pu voir les plantes qui étaient cultivées, qui étaient consommées, notamment le maïs qui était très consommé, et sous une forme assez particulière, non pas directement, mais broyé et mis dans des grandes jarres pour fermenter et en faire une bière très épaisse, une toute petite bière, hein, ça titre à 2-3 degrés d'alcool, et qui sert de repas de base aux populations locales. locales. On trouve en Amérique latine, en Bolivie, on voilà ce qu'on appelle la chicha. Fermenté, la chicha, exactement. Qu'est-ce qu'on sait de plus de cette civilisation? On sait peu de choses sur sa culture, sur son histoire et les raisons de sa disparition il y a 2500 ans. Alors ça, c'est peut-être le grand point d'interrogation, mais on sait quand même des choses. Par exemple, ce sont des cités qui ont été construites, et c'est évidemment pas des sociétés égalitaires qui ont fait ça, c'est des sociétés plutôt spécialisées, probablement stratifiées, parce qu'il fallait évidemment des terrassiers, des ouvriers pour creuser les chemins et monter les monticules, mais aussi il fallait des géomètres pour avoir cette ligne parfaitement droite, cette organisation urbaine très précise. Il fallait donc des géomètres spécialisés. Il fallait nourrir ces gens-là, donc il fallait des fermiers qui cultivaient donc entre les plateformes. Il fallait des protéines, donc des pêcheurs qui allaient dans la rivière qui est à 100 mètres en contrebas, donc c'est une expédition pour aller jusqu'à la rivière. Il y avait sûrement des prêtres ou des chamans, et probablement des chefs ou des rois. Et bien sûr des marchands qui commerçaient avec les Andes ou les régions. Donc vous aviez une société très bien structurée. J'ai tendance à comparer ça à New York avec un peu moins de magasins. Mais sur la raison de la disparition de cette civilisation, je rappelle, c'était il y a 2500 ans. Elle a été complètement oubliée. Il y a 1000 ans, oui. Enfin, en 600 de notre ère, tout d'un coup, on n'a plus de datation. Ouais. Alors, j'avais trouvé des couches noires sur les niveaux d'occupation. Et j'avais travaillé avec un pédologue qui m'a dit, mais ça, ce sont des cendres volcaniques. Et il y a un volcan juste au nord de la vallée qui s'appelle le Sangay, qui est à plus de 5000 mètres d'altitude, et un des volcans les plus actifs en ce moment. Il crache beaucoup de cendres et même de lave. Et donc ce volcan est très actif, et j'en avais déduit que il avait eu une méga éruption qui avait noyé la vallée sous les cendres et fait fuir les populations. Sauf qu'on a refait des datations de différentes couches noires et les datations ne correspondent pas. Donc cette hypothèse reste peut-être pas une méga éruption, mais peut-être plusieurs éruptions, ou alors un changement climatique majeur. C'est souvent ce qui fragilise les civilisations. On l'a vu ailleurs en Amazonie. Ou tout simplement, au bout de 1000 ans, peut-être que la civilisation s'est épuisée, a disparu, parce qu'une civilisation, elle s'épuise. Regardez-nous en ce moment. Ouais, le déclin, il est long et progressif, mais on parle bien d'une civilisation précolombienne. C'est bien avant l'arrivée des oh là oui, hein. Il y a eu d'autres civilisations ensuite. Oui, après, il y a eu d'autres cités, mais pas du tout comparables. Cette cité en damier, comme celle qu'on a trouvée dans Lupano, est pour l'instant unique en Amazonie. J'ai presque envie de dire dans le monde sud-américain. Elle porte un nom, cette civilisation? On lui a donné le nom de la rivière, Lupano. C'était ce qu'il y avait de plus simple à faire. Et on a une chronologie très précise des événements, quand même, des populations qui sont venues s'installer donc vers 3000 ans, qui disparaissent vers 600. La vallée a l'air d'être vide pendant quelques siècles. Et là arrivent les ancêtres des Aen Chicham qui s'installent sur les monticules vides, mais déjà construits, et créent un mode de vie beaucoup plus villageois, un peu comme aujourd'hui. C'est que la partie émergée de l'iceberg, ce que vous avez découvert, ce que vous avez vu avec ce laser. Vous attendez à d'autres découvertes encore? Oui, on est sur la piste. Déjà, la démographie, on travaille pas mal dessus avec mon collègue spécialiste du LIDAR, Antoine Dorizon, qui a travaillé auparavant en Mésoamérique et sur l'agriculture précolombienne. Donc on travaille sur essayer d'estimer la population, parce qu'il y a quand même une découverte qui est un trésor pour un archéologue, c'est que ces routes, elles connectent les villes, mais ça veut dire que les villes fonctionnaient ensemble, elles étaient contemporaines. Donc on peut facilement extrapoler une densité de population sur cette vallée. Enfin, ça nous prendra quelque temps. Et puis, les routes, elles continuent, elles mènent ailleurs.
C'est fascinant. Et cet ailleurs, on va le trouver. Vous avez donc été publié par le magazine Science, qui fait référence en la matière. C'était il y a un mois seulement. Je ne sais pas si on va revoir cette couverture de Science. Ça a déjà changé quelque chose dans vos travaux et ça va changer quelque chose dans vos travaux à venir? J'ai envie de dire que c'est un peu une consécration. Quand j'ai commencé il y a 40 ans à travailler en Amazonie, je n'avais pas été tellement poussé ni encouragé, parce que c'était quand même travailler chez les sauvages, selon un préjugé assez commun chez nous. Et puis tous les gens me disaient, mais tu vas rien trouver, il n'y a rien. Alors, et puis il y a cette forêt qui est très dense. Mais on a vécu tous, les humains, dans la forêt avant d'en sortir. Et donc il y a des vestiges, et ces vestiges sont parfois extraordinaires parce qu'on ne s'y attend pas. Et j'ai mis de longues années avant de commencer à trouver des traces qui n'étaient pas forcément du matériel, c'était pas forcément des statuettes ou des céramiques, mais parfois c'est une trace qui est laissée dans le paysage même, avec une composition floristique un peu particulière, ou même la composition de la terre qui peut devenir toute noire en Amazonie. Parfois, on a ce qu'on appelle la terra preta, qui est une terre issue d'occupations autochtones anciennes denses. Et puis le modelé, j'ai trouvé en Guyane, où j'ai commencé, des milliers de petites buttes, des bosques dans les marécages côtiers, qui étaient des champs surélevés, au-dessus du niveau d'inondation et qui avaient 1000 ans d'âge. Et j'en ai vu des milliers, notamment sur le terrain de la base spatiale que j'ai survolé à l'époque en ULM. Et si on faut apprendre à regarder la forêt. Ça, c'est peut-être ce qu'on a à faire en tant qu'archéologue, c'est se débarrasser des préjugés eurocentriques. Et puis l'usage de ces nouvelles techniques qui permettent de découvrir des civilisations disparues comme vous venez de le faire. Est-ce qu'il faut s'attendre à la découverte d'autres lieux comme ça? On sait qu'au Mexique, il y a encore beaucoup d'endroits mayas qui sont recouverts par la forêt. Une partie des temples d'Angkor qui seraient peut-être encore enfouis du côté du Cambodge. Oui, là, je pense qu'on va surtout étendre notre champ de connaissances grâce au LIDAR, donc, qui révèle vraiment l'aspect de la superficie du sol, de découvrir d'autres cités de ce genre. Je pense que la vallée de Lupano, c'est un lieu, une période. Il y a eu un moment dans l'histoire de l'évolution humaine de l'Amérique du Sud où il y a une conjonction de facteurs qui ont fait qu'ils ont atteint un niveau près à l'urbanisation, comme ailleurs, dans les Andes, à certains endroits. Et puis, il y a eu cette vallée qui est frontière entre les Andes et l'Amazonie et qui a peut-être rassemblé les qualités nécessaires pour le développement de ces civilisations. Merci beaucoup, Stephen Rostin. C'est absolument passionnant. Je renvoie vers le numéro de Nature qu'on peut retrouver en ligne, et notamment sur vos travaux. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir choisi France 24.